Bonjour à tous, bienvenue à cette pause pédagogique. Donc on va se présenter mutuellement. Je suis Gabriel Raphaël, je suis cadre formateur à l'IFSI de Haguenau et à l'IFAS de Haguenau. Donc Angélique Gousset, cadre de santé formateur à l'IFSI de Troyes. Bonjour à tous, moi je m'appelle Romain Moreau, je suis infirmier et je suis également formateur en simulation à santé dans un service de réanimation néonatale dans la région parisienne. Et donc c'est moi qui vais réaliser l'introduction de cette pause pédagogique. Et on a souhaité vous accueillir et introduire cette pause pédagogique avec l'utilisation de gobelets, avec des petites figurines. C'est un outil d'animation d'un groupe en formation que moi j'utilise en formation et on souhaitait vous faire découvrir. Populairement, ça s'appelle un icebreaker. Il en existe une multitude et cet outil il présente plusieurs objectifs. Le premier, c'est qu'il va participer et contribuer à instaurer un climat favorable à l'apprentissage, par exemple en instaurant un peu de détente lors de l'accueil. Et puis par exemple au cours de séances de simulation, il peut être utilisé au moment des débriefings pour favoriser la prise de parole ou par exemple pour réguler la prise de parole. Ça permet, voilà, c'est plutôt cool comme outil, ça permet d'être dans une ambiance conviviale. Et surtout, comme vous pouvez le constater, on y a mis du chocolat. Et nous savons que le chocolat agit sur le moral, diminue l'anxiété, également le niveau de stress. Et aussi, grâce au partage que Elodie Hernandez a fait sur le site du CFRPS, nous savons aussi que la consommation de chocolat en formation influence l'évaluation des apprenants en formation. Ah oui. Sans transition, voici un article qui a été publié lors de la dernière pause pédagogique dans le journal Le Monde, qui traite de l'absentéisme, et en particulier de l'arrêt maladie chez les soignants, dans les professions paramédicales, à l'hôpital public aujourd'hui en France. Toujours sans transition, à partir de là, la question qu'on souhaitait vous poser pour introduire cette pause pédagogique, c'est et si bien la formation pouvait améliorer la qualité de vie au travail des professionnels de santé? Qu'en pensez-vous? Oui? C'est pour la formation à trois. Ça répond à un besoin qui permettrait d'améliorer la qualité de vie. Enfin, ça dépend des raisons pour lesquelles la qualité de vie est détériorée. Si cette formation répondrait à ce motif pour lequel la qualité de vie est détériorée. Ça nous permet de manger du chocolat. Ok. Si on se pose la question de la formation, ça veut dire qu'à un moment donné, on va se poser la question des tenants les aboutissants de la qualité de vie au travail, et de se poser la question quels vont être les leviers pour l'améliorer ou au contraire la détériorer. Alors après, je ne sais pas si formation, ça peut être des pistes. Est-ce que la formation répond à un vrai besoin, c'est ça? Est-ce qu'on a identifié un besoin auquel il faudrait répondre une formation? Et à ce moment-là, oui, on pourrait dire effectivement une formation peut répondre à ça. C'est la problématique, comment les poser, quoi. Moi, je ne le vois pas comme ça, je le verrais plutôt comme la formation qui serait un moyen que les professionnels aient envie de venir travailler ou de rester au travail et de développer peut-être des relations interprofessionnelles ou des nouvelles techniques qu'ils pourraient ensuite expérimenter sur le terrain, mais toujours dans quelque chose qui pourrait leur permettre de mieux travailler ou de faciliter leur pour amoindrir le stress ou des choses voilà, comme c'est ça. D'accord. Oui, Nora? Alors après, vraiment en étant pour moi, la formation, ça peut être juste à un moment un peu plus tranquille, quoi. C'est-à-dire on est quand même sur du temps de travail, mais on n'est pas dans l'efficacité, machin, et ça peut être aussi un endroit où on rencontre d'autres professionnels, donc ça peut être aussi, je vais pas dire une détente, mais en tout cas une soupape, quoi. Une bouffée d'oxygène dans le quotidien. Ouais, une bouffée d'oxygène. Souvent
sous réserve que ce soit quand même guidé, orienté, parce qu'après ça peut aussi faire l'effet inverse où tout le monde se dit je sais pas c'est pourri, non chez moi c'est pire. Et dans ce cas ça pourrait même être contre-productif. Je vais faire l'avocat du diable. Je suis en formation là, actuellement. Là maintenant. Oui, sur mon temps de travail. Oui. Je fais le master sur mon temps de travail. Est-ce que ma qualité de vie au travail est améliorée? Cette année, je ne suis pas convaincu. Ça fait. Je fais juste l'avocat du diable. Je reviens sur ce qu'a dit Nora, ça revient en gros aux intentions de la formation. Est-ce que l'objectif de la formation est d'améliorer la qualité de vie au travail? Et du coup, dans votre mission de concepteur et d'ingénieur de formation, quelle activité pédagogique permet d'identifier en quoi une formation améliore la qualité de vie au travail? Dans votre mission d'ingénieur de formation, de concepteur de formation, si c'est une intention de la formation, améliorer la qualité de vie au travail, quelle est l'activité pédagogique que vous allez devoir concevoir qui va permettre d'identifier en quoi votre formation a un impact sur la qualité de vie au travail? On a combien de temps? On n'a pas publié les séminaires de compétences cette semaine. On va attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, je répète une nouvelle fois la. Vous êtes ingénieur pédagogique, concepteur de formation, vous allez assembler différentes activités pédagogiques et dans votre conception de la formation, quelle activité pédagogique, quel grand intitulé permet finalement de voir en quoi votre formation répond à votre besoin de formation qui était améliorer la qualité de vie au travail. Oui, qui a dit évaluation? Bravo. Merci. Voilà. En effet, ce qu'on souhaitait vous faire deviner, c'est l'activité pédagogique d'évaluation qui est finalement le thème central de cette pause pédagogique. On va parler aujourd'hui d'évaluation d'effets provoqués par une formation. Et la recherche et les sciences de l'évaluation, c'est d'abord développé aux États-Unis au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et le contexte de formation dans lequel on est actuel nous permet aussi de dire que l'activité d'évaluation devrait être pensée en amont d'une formation à des fins réellement utiles pour la formation. Voilà les objectifs de notre cours pédagogique. Nous souhaitons, à travers la présentation d'une étude scientifique française qui s'est réalisée dans la région marseillaise et qui a été publiée au JAMA, c'est le journal américain de médecine, de l'association de médecine américaine. Dans un premier temps, vous présentez le modèle d'évaluation de M. Kirkpatrick et dans un second temps, illustrer l'évaluation des effets d'un dispositif de formation qui porte non pas sur la santé des patients, mais bien sur la santé des apprenants qui ont suivi la formation. Ouais. Le modèle de Kirkpatrick, est-ce que vous connaissez? Tout le monde connaît? Est-ce que ça vous parle? Absolument pas. Une pyramide. Ça permet d'évaluer un dispositif de formation, la qualité d'un dispositif de formation et les impacts. Okay. Ouais. À main levée, qui utilise ce modèle pour évaluer les effets des formations que vous animez? Vous évaluez quel niveau de la pyramide? Dites-nous, vous évaluez quel niveau de cette pyramide en On arrive à atteindre le 1, oui. le 2, le 3, moins le 4. D'accord. Parce que le 4 il est observable à distance, et l'observation à distance, et je donne du coup une confrontation de plusieurs éléments qui peuvent contribuer à l'amélioration, et on a du mal à identifier qu'est-ce qui a contribué à l'amélioration. En effet, donc, la modélisation de Kirkpatrick a été publiée dans les années 60. C'est un modèle qui est synthétique, qui est encore à l'heure actuelle le modèle le plus utilisé par les professionnels en formation et les chercheurs travaillant sur l'évaluation des actions de formation. Et il peut s'appliquer à n'importe quel domaine de formation. Il se compose de différents niveaux et les 3 premiers niveaux sont centrés sur les apprenants en formation et le 4e, on va en discuter par illustration via cette étude. Donc le premier niveau, il est centré sur la réaction des participants, la réaction des apprenants,
et il s'intéresse à l'évaluation de la satisfaction du stagiaire par rapport à l'action de formation, ce qu'il a apprécié. Donc voilà un exemple, de questionnaire qui serait distribué à la fin d'une journée de simulation qui permettrait d'évaluer la satisfaction des participants. Donc ici, on évalue l'accueil, la présentation de la formation, du mannequin, des espaces de formation, la pertinence des scénarios, le réalisme des mises en situation ou encore l'intérêt du débriefing. L'emploi du questionnaire est l'outil principalement utilisé pour ce premier niveau et que c'est le niveau le plus fréquemment évalué aujourd'hui en formation. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Ouais. Ensuite, le second niveau, il s'intéresse à la mesure de l'apprentissage en termes d'acquisition provoquée par la formation. Donc on va évaluer les connaissances acquises, ce que sait le participant et surtout ce qu'il a appris. Donc on s'intéresse aux connaissances, à l'évaluation des compétences, on peut également évaluer des attitudes ou encore la confiance en soi. Et c'est également le plus souvent réalisé par le biais de questionnaires, d'auto- ou bien d'hétéro-évaluation, avant, après une formation. Donc là, vous avez à gauche un QCM que l'apprenant va devoir remplir avant la formation et également après la formation. Et ensuite, vous pouvez analyser les résultats par une présentation d'histogramme avant-après et mesurer l'impact de votre formation à chaud en termes de développement de connaissances spécifiques, par exemple. Enfin, le troisième niveau concerne le transfert d'apprentissage, c'est-à-dire les changements de comportement que ça va provoquer dans la pratique clinique. Et pour illustrer ce niveau-là, on souhaitait partager avec vous une étude en anesthésie qui s'est intéressée à l'intubation fibroscopique auprès de 24 internes en médecine. Et eux, ils ont fait deux groupes. Un groupe de 12 internes qui avaient une formation uniquement à cours, et un groupe de 12 internes qui avaient un cours plus un apprentissage par simulation. Et voilà ce qu'ils ont mesuré en termes de transfert d'apprentissage, de changement de comportement. Eh bien, le groupe contrôle mettait 210 secondes pour intuber, alors que le groupe ayant appris par simulation améliorait cette performance. Il passait à 81 secondes, c'est significatif. Et surtout, là où ça devient très significatif, c'est sur la deuxième partie, c'est sur la réussite du geste. Le groupe ayant eu uniquement le cours réussissait à 42% le geste, et le groupe ayant eu le cours plus la simulation réussissait à 92% le geste. Voilà. Et puis donc le quatrième niveau qui s'intéresse aux résultats cliniques, eh bien je vais passer le relais à mon équipe, à l'équipe, pour vous présenter donc cette étude française qui a été élue étude française de l'année au cours du dernier congrès francophone de simulation en santé. Alors, la deuxième partie de cette pause pédagogique, ça va nous amener à nous intéresser donc à cette étude, et puis on va essayer de l'explorer ensemble. Et je vous propose pour commencer de faire un petit brainstorming donc, et de répondre à cette question, enfin d'essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question. Donc, selon vous, quels sont les facteurs de stress pour les infirmières en unité de soins intensifs français? Le bruit. Le bruit. Le bruit. Quel autre facteur de stress? Gérer le temps. Gérer le temps, la gestion du temps. Le bruit, la gestion du temps. Les situations critiques. Des situations critiques. Donc, dans situation critique, qu'est-ce que tu mets donc, toutes les urgences? D'accord, par rapport aux patients. D'autres situations critiques qui ne concernent pas forcément le patient. Organisationnelle. Gestion de la famille. Gestion de la famille face à certaines situations, effectivement. Interruption de tâches. Des interruptions de tâches fréquentes. Une communication qui n'est pas adaptée. Une mauvaise communication. Soignant-famille, soignant-patient. Moi, je pensais surtout à soignant-soignant. Soignant-soignant ou versus équipe pluridisciplinaire. D'accord. Des incohérences de prescription. Des incohérences de prescription. Donc des injonctions paradoxales. Avec des médecins qui changent tout le temps. D'accord, oui. Donc, de jour en jour. ouais. Donc une sorte d'interruption de tâches, enfin de tâches multiples, répétitives. Non, avec des on incohérences. on met tel antibiotique un jour, le lendemain on en met un autre, puis on D'accord. met un autre. Antibiotique, on baisse les catécholamines, on les remonte. On change de
d'objectifs tous les D'accord, jours, suivant très bien. le médecin. Parce que dans ces services-là, les médecins changent beaucoup. Le rythme de travail, l'alternance jour-nuit. L'alternance jour-nuit. Pardon Agnès, j'avais deux réponses en même temps. Donc il y avait l'alternance jour-nuit, donc effectivement, et je n'ai pas compris Une perte d'information. Il y a un manque d'information, le dossier qui est resté dans un autre service, ou un chose d'affecté qui devrait être là. Enfin... D'accord. Vous avez d'autres points qui vous viennent à l'esprit? La lumière. La lumière, le bruit, la lumière, donc tout L'émotion. L'émotion, donc tout ce qui est facteur environnant, effectivement, l'émotion face à certaines situations. C'est quand même un environnement C'est un difficulté liée au matériel. Donc organisationnel, encore une fois. Ouais, mais... mais vraiment matériel. C'est-à-dire que dans les services où il y a beaucoup plus de matériel et beaucoup plus de matériel qui ne vont pas au moment où on en a besoin. De ne pas savoir utiliser un nouveau matériel, de ne pas avoir bénéficié d'informations, la dernière machine qui vient d'arriver. D'accord, qui demande une formation spécifique, etc. C'est un stress induit par la nouveauté, effectivement. Et puis après, comme il y a aussi tout ce qui est les heures supplémentaires. Oui. Oui, donc là, c'est effectivement c'est encore. Et puis un peu dans la même veine, un problème aussi d'acquisition de compétences, je pense. Parce que, étant donné que dans certains hôpitaux, on a du mal à recruter, donc du coup, on va prendre des personnels qui n'ont pas forcément le profil de poste. Oui, qui seront soumis à un stress excessif, à cause de cela. Surtout dans ces services spécialisés. L'absentéisme. Donc la conséquence justement du stress qui pourrait être l'absentéisme peut provoquer un stress chez les autres soignants, effectivement. Peut-être aussi le fait de ne pas participer aux décisions. Pas toujours avoir la possibilité, ça dépend des unités. Effectivement. Donc une absence de débriefing aussi. D'accord, très bien. Donc voilà effectivement un dessin qui pourrait un petit peu englober toutes vos réponses. Alors effectivement, dans les services techniques que sont les unités de soins intensifs, les infirmières se retrouvent dans un milieu de plus en plus complexe, demandant de plus en plus de rigueur, de plus en plus de contraintes, d'exigences. Et effectivement, ces exigences comportent trois volets, essentiellement physiques, cognitives et puis émotionnelles. Donc dans tout ce que vous avez dit, effectivement, on peut les regrouper suivant ces trois volets. Et on sait aussi que toutes ces contraintes sont accompagnées de responsabilités croissantes. Et face à tout ça, face à tous ces facteurs, eh bien, on arrive à de graves facteurs professionnels. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des contraintes de temps, il y a des réductions du soutien social, il y a de lourdes tâches, des interruptions de tâches. On constate aussi une très mauvaise communication pluridisciplinaire, une mauvaise communication entre pairs. Des conflits donc sont aussi mentionnés. Et puis des détresses morales et spirituelles. Et donc, face à toutes ces exigences conjuguées à la persistance du stress, on aboutit à une réduction de la motivation, à une satisfaction individuelle qui est en baisse, très très en baisse, et qui accrue le risque de stress, d'absentéisme, de turnover et d'épuisement professionnel. Donc, nous allons voir, cet article nous a donc amené à voir que face à tout ça, face à toutes ces conséquences, est-ce que une formation multimodale, multifacette, pourrait effectivement baisser tous ces facteurs de stress? Donc, je vous propose de décortiquer un petit peu cette étude et savoir comment elle a été menée. Par rapport à la méthodologie, donc c'était un essai clinique randomisé, multicentrique randomisé, qui s'est fait dans 8 unités de soins intensifs pour adultes en France
Et cette étude a eu lieu à peu près sur un an, un peu plus d'un an et un mois, avec un suivi donc jusqu'au 30 avril 2018, c'est-à-dire une année après l'étude. Les critères d'inclusion de cette étude étaient de travailler activement de jour et de nuit dans l'une des unités de soins intensifs concernées par l'étude, de détenir un permis d'infirmière autorisé, c'est-à-dire un diplôme d'infirmière, et puis d'avoir au moins 6 mois d'expérience de travail dans cette unité de soins intensifs étudiée. Les critères d'exclusion étaient le placement actuel à l'extérieur des unités de soins intensifs étudiées, des congés maladie ou des congés de maternité de la part du personnel, et puis des infirmières ou des personnels prévoyant quitter l'USI, ou alors ayant déjà complété le module de formation proposé. Plusieurs autorisations ont été nécessaires pour cette étude. Le comité consultatif de traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé a été sollicité, le comité de protection des personnes sud-méditerranéennes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et bien sûr le consentement éclairé des infirmières qui ont été randomisées dans cette étude. La randomisation, donc pour que cette étude soit viable et valable, il fallait 188 infirmières. 198 infirmières ont été randomisées dans cette étude. Elles étaient toutes volontaires, il n'y a eu aucun refus de participation de la part de ces 198 agents infirmiers. 101 infirmières ont été réparties au hasard dans un groupe d'intervention, c'est-à-dire le groupe qui a suivi la formation proposée, la formation multifacette proposée. Il y a eu 100% de participation et un questionnaire de référence à l'entrée de cette étude a été rempli à 100% par les infirmières. 97 autres ont été répartis dans un groupe témoin avec les mêmes conditions, 100% de participation et un questionnaire rempli à l'entrée de l'évaluation. Pour vous faire un schéma un peu plus général, donc 437 infirmières avaient été élues à cette formation, 239 n'étaient pas incluses dans cette formation, donc on arrivait donc aux 198 infirmières randomisées, réparties en 101 infirmières en groupe d'intervention et 97 en groupe témoin. Je vais vous parler maintenant un petit peu plus de l'intervention ou du système multimodal multifacette dont elles ont bénéficié. Donc ça s'est déroulé sur 2 semaines. La première semaine, il y avait 3 jours de cours consécutifs et la deuxième semaine, 2 jours de cours consécutifs. La première semaine, c'était surtout des apports théoriques en soins infirmiers. Et la deuxième semaine, c'était surtout des enseignements en simulation, des jeux de rôle, avec surtout des séances de débriefing sur les attitudes, sur les attitudes cliniques, les attitudes pluridisciplinaires. Donc ces séances de débriefing ont été très très bénéfiques. La collecte des données de cette étude a été réalisée par 2 infirmières chercheuses à 3 moments différents. Il y a eu une collecte de données au départ de l'intervention, à 6 mois après l'intervention, et comme je vous l'ai dit lors de la diapo méthodo, 12 mois après l'intervention. Cette collecte de données concernait à peu près 3 sortes de questionnaires. Donc il y avait une collecte de renseignements sociodémographiques et professionnels dans un premier temps. C'était surtout le questionnaire du départ. Après, il a été utilisé le Job Content Questionnaire, donc c'est le questionnaire Karasek en France. Donc c'est un questionnaire qui évalue surtout le stress au travail. Et en 3e position, donc l'utilisation du COPSOC, c'est un questionnaire danois qui évalue surtout l'aspect psychosocial, les facteurs psychosociaux au travail. Les résultats de cette étude ont montré donc la diminution de la prévalence du stress au travail. C'est-à-dire que le groupe qui avait suivi la formation multifacette a présenté une diminution
une prévalence au stress de 13% versus 67% pour le groupe témoin. Donc, l'étude a fait constater donc, une prévalence de l'isostasie. L'isostasie, c'est le stress au travail associé au faible soutien social. Donc, on constate que cette prévalence a diminué de façon significative. Et face à ces résultats au bout de 6 mois, le comité d'études a pris la décision d'arrêter l'essai pour efficacité. Donc cette étude s'est arrêtée pour efficacité, démontrer totalement le bénéfice de cette formation multifacette pour baisser le risque de stress, d'absentéisme et de turnover. Alors on vous a mis aussi quelques chiffres concernant l'absentéisme, 1% face à 8% pour le groupe témoin. Et pour le turnover, donc 4 infirmières ont quitté ces services de soins intensifs étudiés dans le groupe qui a suivi le programme, face à 12 infirmières qui ont quitté les autres unités de soins intensifs du groupe témoin. Voilà, je vais passer la main à Angélique qui va vous expliquer un peu plus profondément les résultats. Voilà, donc moi je vais surtout vous parler des éléments importants qui ont été relevés au niveau de la discussion. Donc le premier élément qui a été remis en place, c'est en lien avec le stress, indiquant qu'effectivement le fait d'être confronté à un stress répété et excessif peut entraîner anxiété, détresse, épuisement professionnel, dépression, syndrome post-traumatique, donc ce sont quand même des effets notables. Et il était indiqué qu'effectivement les infirmières en soins intensifs étaient très exposées. Il est aussi relevé que, pour vous donner un ordre d'idée, globalement les études montrent qu'en général 23% des infirmiers sont sujets au stress de par leur activité professionnelle, et ça c'est en moyenne par rapport aux infirmiers. Chez les infirmières travaillant en soins intensifs, on approche des 70%, donc, ce qui montre que c'est quand même non négligeable. L'autre point était aussi les effets par rapport à la formation. Cette formation a pu permettre effectivement aux professionnels d'améliorer leur capacité d'adaptation, de pouvoir encourager la détermination et d'aider à la gestion des situations stressantes. Autre point aussi, le bénéfice des scénarios de simulation. Donc, comme beaucoup le savent pour ceux qui font de la simulation, bien évidemment, ça permet de remettre à jour les connaissances théoriques, de revoir tout ce qui est technique de soins. Donc, au-delà de ces deux aspects, ces scénarios de simulation ont permis d'améliorer la capacité à faire face aux situations stressantes. Donc, c'est quand même la deuxième fois que la gestion des situations stressantes est remise en avant. Ça permet aussi d'influer sur les facteurs de stress. Donc derrière étaient surtout mis les interruptions de tâches que vous avez pu citer tout à l'heure, par exemple. Et aussi tout ce qui est surcharge de travail, déséquilibre dans la répartition de la charge de travail. Le troisième point, c'était réduire les exigences psychologiques élevées du travail. Et enfin, améliorer le degré de contrôle sur les tâches et les comportements des infirmiers dans leur travail au quotidien. Et ce qui était très intéressant, c'est que derrière cet élément était mis que finalement, les infirmières avaient plus de latitude dans leur prise de décision. Donc, pareil, ce qui est quand même non négligeable lors d'une situation d'urgence. La discussion revenait de nouveau sur les impacts du stress, mais cette fois-ci de manière aussi bien individuelle que générale. La première fois que je vous ai parlé du stress, on était vraiment basé sur l'individu. Alors que là, on reprend forcément l'individu, le soignant, mais on va même plus loin puisqu'on inclut effectivement l'établissement. Donc premièrement, forcément le stress amène une mauvaise santé individuelle, ça on l'a vu avec tout ce que ça pouvait occasionner. De ce fait, ça entraîne aussi une diminution de la réussite professionnelle. Plus on est stressé, moins on se sent à l'aise et on sait souvent source d'erreur, perte de confiance en soi, etc. Forcément on est en mauvaise santé, donc il y a des absentéismes plus souvent et souvent à plus long terme. Quand on voit les impacts psychologiques, on peut comprendre qu'effectivement quelqu'un se peut en arrêt plus longtemps. Ça entraîne aussi une augmentation du taux de roulement. Plus on est mal au travail et on a envie d'aller voir ailleurs, donc forcément ça facilite quelque part le turnover. Et donc tous ces éléments-là, forcément, vont finir par affecter les finances des hôpitaux, que ce soit pour pallier l'absentéisme, retrouver du personnel, les changements, les formations, etc.
Enfin, dans la discussion étaient évoquées les limites, parce que même si c'est une étude qui est quand même, enfin, comme vous avez vu, est très complexe et finalement a été très efficace, puisqu'en 6 mois de temps, ça a été arrêté, puisqu'on avait atteint les résultats, ça n'empêche qu'elle a quand même des limites. Donc ils indiquaient effectivement que, première limite, ça ne concerne uniquement que les infirmières en soins intensifs françaises. Donc, ce qui veut dire que pour généraliser, c'est un petit peu compliqué. Là, avec l'étude, c'est pas possible. Il n'y a eu qu'un seul programme de formation qui a été effectué, donc une comparaison un petit peu plus compliquée. Il existe d'autres moyens pour réduire le stress, notamment ne serait-ce que la reconnaissance professionnelle, le soutien de sa hiérarchie, rien que ça. Il y avait un risque de transmission d'informations de la part des infirmières du groupe d'intervention au groupe témoin qui aurait pu du coup entraîner un biais. Il y avait le risque de sentiment de hiérarchie ou de jalousie entre le groupe témoin et le groupe d'intervention vis-à-vis du suivi de formation. En effet, le groupe d'intervention ayant suivi une formation a bénéficié d'une attention particulière par rapport à l'autre groupe. Et quand on sait que l'un des moyens pour réduire le stress, c'est aussi l'attention que l'on peut apporter, automatiquement. Disons que ça aurait pu être un facteur qui aurait pu entraîner un sentiment de jalousie, donc ça aurait pu être le résultat. Et enfin, il faut pouvoir reproduire facilement la formation dans d'autres pays. Effectivement, ça a été fait au niveau français, donc on a une certaine façon de travailler, etc. Mais si on veut l'étendre à d'autres pays, il va falloir normaliser la formation pour qu'elle puisse être vraiment reconductible dans les mêmes conditions partout ailleurs. Voilà les limites qui avaient été relevées. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation d'études ? Des remarques alors. Une remarque. Forcément des questions, interpellations. Moi j'ai une question, mais sur le champ de la population, il y a 83 hommes et 115 femmes. Est-ce qu'on connaît les chiffres de la répartition hommes-femmes DE dans un centre de soins confus? Parce que je trouve que 83 hommes c'est énorme, on sait que c'est une population très féminine. Du coup, est-ce que c'est pas un biais aussi de sélection de population au départ? Je ne sais pas si vous avez des informations dans l'article sur ce point. Oui, il faudrait qu'on regarde. Il y a certainement plus d'explications sur la population, mais je ne sais pas. Bon. On sait qu'on va retrouver de toute façon plus d'hommes dans les services, pas de pointe mais techniques, tout comme en anesthésie, on aura quand même une proportion d'IAD qui sera presque à 50% dans certaines équipes par rapport à nos collègues féminins. Est-ce que comme nous, vous êtes frappé par les chiffres qui émergent de cette étude, la diminution de la prévalence du stress au travail, ça paraît assez important l'impact de cette formation-là? Après, est-ce que c'est pas aussi déjà et surtout le fait qu'on s'intéresse à leurs problèmes? C'est peut-être pas obligatoirement la formation en elle-même. Alors après, comme il y a de la simulation, est-ce qu'au départ c'était pas aussi surtout un manque de compétences par rapport aux jeunes infirmières? Parce qu'effectivement, avec ce qu'on disait, avec tout le turnover qu'il y a en réamed, je suis infirmière anesthésiste aussi, du coup de temps en temps ça m'est déjà arrivé la nuit d'aller, quand vraiment ils avaient plein d'admissions, on se rendait compte que c'était des jeunes, effectivement, ils ne savaient même pas monter l'appareil à dialyse, ils étaient un peu perdus. Enfin, du coup, le fait qu'on les reforme, qu'on leur repropose autre chose, du coup, ça les rassure déjà. Et même le fait, souvent rien que le fait qu'on écoute une demande, qu'on écoute le fait que c'est pas toujours facile, ça suffit parfois, comme ce qu'elle disait, le fait que vos supérieurs ou la hiérarchie tient compte du fait que c'est pas facile. Souvent, ça suffit déjà à désamorcer un peu les choses et à augmenter au-delà du fait de la formation. Ce que vous disiez, peut-être avec une autre formation ou une autre façon de faire, ça pourrait être suffisant. Ou même une formation un peu différente, je sais pas, moi, sur l'hypnose conversationnelle, sur d'autres trucs où il y aurait un retour, un échange entre les participants, le fait de se sentir écouté, d'avoir un autre outil, pourrait être tout aussi efficace. J'en sais rien, mais non, ça peut être aussi... Effectivement, dans l'étude, on ressent bien... Quand on parle de formation multifacette, c'est vraiment une formation assez spécifique. Donc il y avait cet apport théorique qui rassurait les infirmières par rapport à justement une mise à jour des connaissances cliniques, etc. Après, les jeux de rôle exploraient essentiellement la dextérité, la clinique
le travail en équipe, ce qu'on fait en simulation, mais de façon quand même assez poussée. Et il y avait des séances de débriefing, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui exploraient vraiment les attitudes des professionnels, la communication entre eux, etc., etc. Et ces séances de débriefing étaient plus que bénéfiques dans l'article, quand on lit l'article. Et effectivement, ces apports théoriques peuvent répondre justement au stress des nouvelles technologies apportées. Les débriefings, si c'est des équipes Oui. sur un même site, ça peut aussi renforcer les liens ou peut-être poser des appels. Mais ce que montre l'étude, c'est que la simulation ne suffit pas. C'est vraiment la combinaison de ces trois entités. Oui. Ça a été juste un point de précision, ça a été réalisé dans 8 hôpitaux différents. C'est des unités de soins intensifs dans 8 hôpitaux différents, mais de la même région. Oui, c'était la région de Marseille, ce Ce qui serait intéressant de voir, c'est justement sur quel levier ça a pu jouer. Hein, si ensemble déterminer des leviers ou des facteurs de stress. Enfin, il n'y a pas un gobelet bravo. Un gobelet Superman. Ce qu'il faudrait, c'est. Voilà, là on a fait le constat qu'effectivement une intervention a eu une action sur le résultat, mais sur quel levier ça. Alors effectivement, dans la conclusion, ça peut faire l'objet de d'autres études pour corréler justement ces résultats positifs. Sur la discussion, ça aurait été intéressant aussi de voir quelle était, vraiment à chaque fois l'ancienneté, parce que là où je rejoins, c'est que des fois, si on refait 6 mois après, mais 6 mois après, si c'est peut-être un quart de l'expérience de la personne, c'est sûr que 6 mois, voilà, si elle était infirmière que depuis 1 an, alors, un an et demi. Il y a eu un suivi à 1 an qui validait les résultats. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi la part de l'expérience aussi acquise, c'est-à-dire que ça peut être un bénéfice, mais ça peut aussi être un facteur d'épuisement. Si effectivement tu ne vas pas vivre ton année de la même façon, si tu es nouvelle dans le service, ou là peut-être un enrichissement dans ton expérience, ou bien si ça fait 15 ans que tu es dans le service, et c'est l'année de trop. On peut aussi peut-être dire qu'il y a aussi ces chiffres parce qu'on peut être produits sociaux construits, c'est comme ça qu'on dit. Bon. Il reste qu'un seul. Je me sers tout seul, c'est comment? Oui, allez-y. Parce qu'en fait, d'une part, c'est vrai que quand on arrive et jeune diplômé dans des services de soins intensifs, alors moi je parle d'expérience, j'étais arrivée en néphrologie en soins intensifs, je suis restée que 2 jours. Parce que c'est une trop grosse charge de travail et de responsabilité. Et alors quand on arrive en formation, il y a aussi le fait d'exprimer qu'on est en difficulté et puis il faut réussir à le dire. Parce que même si on est jeune diplômé, on peut dire qu'on est en difficulté dans des gros services comme ça. Donc là on voit déjà d'une part qu'on ose le dire, qu'on n'est pas les seuls à être en difficulté. Et les émotions aussi par rapport aux supérieurs, en disant qu'on a une marge de manœuvre, en disant que les supérieurs et la hiérarchie est à l'écoute de nos difficultés. Et je pense que ça joue beaucoup dans l'état émotionnel. Alors quand je dis marge de manœuvre, c'est vraiment dans les émotions. Quand dans une erreur, voilà, je vais tuer quelqu'un, mon supérieur va me soutenir. Mais dans la marge de manœuvre où les supérieurs, par rapport à nos émotions, à nos difficultés, sont à l'écoute. Et je pense que ça joue beaucoup dans le facteur de stress. Merci pour cette remarque. Je rebondis. Pour les personnes qui ne sont pas dans le cursus de formation actuel, cette semaine on a le séminaire de M. Tardif sur l'approche par compétences en formation. Et moi par exemple, je travaille dans un service de réanimation néonatale. Et c'est un constat qu'on fait clairement sans l'avoir évalué de manière empirique. On se rend compte que c'est pas possible en sortant de 3 années d'études infirmiers de travailler en réanimation néonatale, c'est mettre en difficulté tout le monde et en premier le nouvel arrivant. Et que souvent, c'est des gens qui ne restent pas. Et on réfléchit à concevoir une formation d'adaptation à l'emploi basée sur les connaissances essentielles, critiques, comme on a dit, les connaissances, les incontournables, pour travailler afin d'amener un bagage supplémentaire par rapport à la spécialité. Je voulais juste ajouter, quand on est en formation, quand on crée une action de formation dans les équipes, le fait de se retrouver aussi en petits groupes, ça crée un microcosme et la confiance qu'on peut avoir, parce que dans ce groupe-là, il y a de la bienveillance, il y a 2 facteurs qui se jouent,
les relations qu'on peut créer, ça peut contribuer aussi de manière complètement indirecte à faire baisser le stress, parce que sur le terrain, on sait qu'on pourra compter sur quelqu'un, on ne sera plus tout seul. Ça ressemble à des activités de cohésion, non, vous trouvez pas? Ces formations, elles ont été construites, les formateurs sont les médecins du service ou sont les gens de l'extérieur? Les médecins du service ont participé à la formation? C'est une équipe pédagogique, ils ont une activité dans des centres de simulation universitaires, mais ce sont des gens qui travaillent dans les unités et du coup, pour certaines unités, ils se retrouvent avec les médecins de leur service, mais l'équipe pédagogique a été la même sur les 8 unités. Donc oui, en effet, à certains moments, ils se retrouvaient... Non, c'était pas, puis c'est une formation mono-professionnelle, je sais pas si on dit. Que pour les infirmiers. Oui, que pour les infirmiers. Et ça peut être justement aussi, on continue pour le séminaire là, sur la compétence, c'est ce que tu dis, la cohésion de groupe, mais pas forcément en lien avec des affinités, j'allais dire, sur la personnalité, mais par contre ça développe probablement une identité, une culture de profession, où au fond, au-delà de compétences, on partage aussi un environnement de travail, des façons de travailler, et ça effectivement, ce serait aussi intéressant de faire une étude sociologique, mais de voir un petit peu qui était disséqué, qui était observé dans l'étude, pour voir un petit peu un profil, toujours les leviers. Peut-être aussi de l'acculturation et du nivellement de connaissances. Partage du coup. Moi j'anime donc des formations in situ, et ce que je remarque toujours sans l'avoir, je ne l'ai pas évalué, mais c'est un sentiment que je ressens, c'est que les professionnels, ça leur fait du bien de passer du temps au travail sans avoir la tête dans les soins. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, d'être là entre professionnels, et il y a un cadre aussi qui est posé, vous savez, par la simulation, il y a des principes éthiques à respecter, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se pointe en cours de journée pour dire « moi je viens regarder ce que vous faites », non, non, non. Il y a un cadre, tout le monde participe activement à la formation, c'est-à-dire que tout le monde va passer sur des scénarios de simulation, et du coup les gens ils sont contents, parce que pour une fois, ils ont passé du temps dans leur service à réfléchir sur leur pratique de façon collective et réflexive. Mais ça n'engage que moi, parce qu'il n'y a pas... Et puis un échange différent, et puis on laisse le temps aux gens, parce que contrairement au quotidien, elles vont être parfois effectivement sous-effectifs, et puis de toute façon, là, pour la simulation, quelque part, tu as le droit de te tromper, il n'y a pas le nouveau-né, le bébé qui risque de mourir. Du coup, elles n'ont pas cette pression-là, elles vont pouvoir s'accorder aussi... le droit de se tromper ou de faire autrement ou d'essayer des choses qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Toujours à ce congrès francophone de simulation, ils ont présenté également les nouvelles recommandations françaises sur l'enseignement par simulation, et la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations sur gestion des risques et simulation, où ils encouragent à faire revivre les événements indésirables, les événements indésirables associés aux soins en simulation, pour utiliser ces erreurs, parce que pour une fois, on va prendre le temps, pour une fois, excusez-moi, c'est peut-être un jugement, on va prendre le temps de les débriefer, et de les débriefer à la façon simulation. C'est-à-dire que chacun aura un avis à émettre, parce que moi, des RMM, j'en vis tous les mercredis, c'est tout sauf un débriefing. Parce que qui parle, c'est le chef et l'interne. Enfin, c'est d'abord l'interne qui se retrouve, et ensuite c'est le chef qui dit, on aurait dû faire comme ça. Super. Alors je vais juste donner le témoignage. Nous, en fin de compte, on est là-dedans. Ça a été une demande d'un chef de service d'envoyer des membres de son équipe. Et nous, formateurs, au niveau de l'ICI, on fait des formations. Par contre, il nous a ciblés sur les prises en charge qui étaient un peu déficitaires et qu'il fallait soit réajuster, soit mettre à niveau des jeunes qui n'avaient pas encore vécu ce genre de situation. Et en fin de compte, on a dit où ils font le point, soit ils réajustent, soit ils font le point sur moi je ne l'ai pas encore vécu et en fin de compte je vis quelque chose qui risque de m'arriver, et puis l'effet positif que tu as mis en avant par le fait que c'est la simulation et qu'elle permet de mettre à plat différentes choses, qu'elle fédère. Par contre, nous n'avons pas voulu que ça soit fait dans l'enceinte du service et qu'il y ait un membre
comme le médecin qui soit présent ou le cadre de santé, pour que les gens vivent pleinement leur formation en fin de compte, sans qu'il y ait de jugement, comme vous avez mis en avant, un lâcher-prise complet, et là ils vivent mieux les choses. Même s'ils viennent à se tromper dans la situation qui est le scénario. D'autres remarques, d'autres questions? Je voulais rebondir sur le fait que tu disais, vous envisagez une formation. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un accompagnement, un étayage de la prise de fonction, c'est-à-dire envisager justement que le jeune diplômé, parce que c'est quand même le stress lié finalement à une perception entre ce qu'on me demande de faire et ce que je suis capable de faire, donc effectivement il y a un sentiment de manque de compétences qui sont peut-être là, mais qui n'arrive pas à se mettre n'arrive pas à être mobilisé dans un milieu qui est hautement anxiogène et où du coup on peut perdre pied, quoi. Donc plus qu'une formation, est-ce que c'est pas un système d'étayage, de tutorat d'un ancien envers un nouveau, et avec en parallèle la mise en place effectivement d'un espace de confiance où on va pouvoir, je rebondis sur ce que disait Lisa, pouvoir faire part de ce sentiment justement de ne pas être à la hauteur sans avoir l'impression d'être jugé en même temps. Oui, c'est une formation, parce qu'ils sont quand même diplômés, mais peut-être qu'effectivement... Alors nous, on a envisagé la formation en particulier par la formation par simulation, parce que le tutorat existe. Pourquoi? Parce que, en tout cas pour la direction de mon service, ce n'est plus concevable d'apprendre à réaliser un geste pour la première fois sur un vrai patient. Voilà, par moi, en réanimation néonatale, on a des nouveau-nés très grands prématurés, ne serait-ce qu'un bilan sanguin, c'est plus possible parce que la balance bénéfice-risque est tellement importante, ne serait-ce que par exemple sur l'hygiène, on a des outils, mais même sans forcément être organisé et tout, nous c'est pas rare qu'on sort le mannequin de façon informelle et dit tiens regarde, pour ballonner tu ferais comment pour le ventiler, voilà, c'est pas contextualisé, mais c'est un apprentissage informel. Donc oui, nous on a opté, mais c'est pas encore conçu ni... Et je voulais dire autre chose, mais oui, par rapport à ce que tu disais, Catherine, c'est juste un partage d'expérience, c'est pas pour du tout le mettre en avant. Nous, sur les journées de simulation in situ, on a invité les formateurs de l'IFSI à venir assister à nos formations, et on se rend compte que ça génère un réel partenariat. On n'allait pas du tout à l'IFSI faire cours sur la néonatologie, et du coup, suite à ça, l'IFSI nous a dit mais ce serait super que vous veniez faire un cours, 2 journées de formation à l'IFSI en partenariat avec nous, et du coup ils envisagent même d'aller un peu plus loin, de développer leur journée de simulation avec une approche aussi pédiatrique. Ils n'ont que des mannequins adultes, ils envisagent de réfléchir à ça parce que la réalité fait que leurs étudiants ils viennent dès la première année de cursus de formation en stage dans des unités kangourous où voilà, on développe. Ah mais c'est vraiment... On n'est pas en première intention. C'est pas un lieu isolé, parce que chez nous. Oui, ça... Il y a aussi l'inverse aussi. En fait, déjà réintégrer les... je ne sais pas si c'est pas compliqué pour ça, mais déjà réintégrer les jours où on double le personnel qui arrive. Parce qu'en fait, là déjà, toute la partie formation où on apprend le matériel, etc., par exemple dans une unité de soins, c'est les jours où on est doublé normalement. Alors quand on a des services qui doublent encore, déjà 3 jours c'est formidable, mais c'est pendant 3 jours qu'on fait tout le tour. Maintenant les services quand ils doublent, c'est une journée grand max, et encore quand ils doublent. Donc il n'y a pas le côté simulation, il n'y a pas le côté simulation, certes, mais déjà initier ça pourrait déjà sûrement améliorer beaucoup de choses, réintégrer le matériel. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que les gens sont diplômés. Et c'est un petit peu ce qu'on disait hier aussi avec l'histoire de compétences. Au fond, travailler dans un milieu de soins intensifs, est-ce que c'est réellement les compétences qui changent ou c'est la situation dans laquelle on travaille qui change simplement? Nous, on le voit, on fait beaucoup de doublures aussi chez les médecins scénaristes, parce que notamment, on se retrouve dans des situations particulières qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et en fait, généralement, d'identifier justement les quelques connaissances qui pourraient manquer pour pouvoir justement s'adapter à cette compétence. Et c'est tout l'intérêt, à mon sens, pour faire la simulation, et tu le dis très bien. Si une difficulté, c'est l'abord veineux, si c'est la difficulté, c'est l'abord respiratoire. Et en fait, il faut, je pense, cibler ça
Et parce que doubler pour doubler, c'est le problème de la situation, c'est si à nouveau on ne la rencontre pas les 15 premiers jours de doublure, bah, cette doublure malheureusement ne servait à rien. Et nous c'est toujours ce qu'on dit en rigolant, c'est que c'est toujours quand tu es doublé que tu fais pas d'intervention en mur en événement critique, et c'est le premier jour où tu te retrouves tout seul. Tu fais l'enfant de 5 ans qui s'est fait renverser par le bus. Le problème c'est qu'un jour de doublure, en fait, le problème c'est que quand on a la chance de doubler, on peut ces 2 jours. En fait, on n'évalue pas que doubler 2 jours quand on est où dans l'acquisition des compétences par rapport à ce qu'on s'était fixé. Dire, bah, t'as acquis, parce qu'on part pas tous avec le même bagage. Donc peut-être que j'ai déjà fait la réa adulte et il y a des choses que je maîtrise déjà pour la réanimation néonatale, j'ai jamais fait de réanimation quelle qu'elle soit, donc là je pars pas avec le même bagage. Et donc dire, bon, bah, c'est 20 sur 2 jours, bah, peut-être qu'il faut un mois de plus. Et c'est ça que dans notre système ne permet pas actuellement, c'est que c'est 2 jours et c'est 2 jours du temps, on fait le point, etc. Et les gens participent. C'est vrai que c'est malheureux parce que c'est vraiment plus ou moins dégradé. Ça a dégradé, puisque moi quand je commençais à médical, au début des années 2000, effectivement on avait vraiment 10 jours entièrement doublés. Au bout de 15 jours, on avait un bilan où on voyait certains qui avaient plus de difficultés. Du coup, on avait de la chance d'être fait 2 stages en tant qu'élève infirmière dans la réa, ça allait. Mais ceux qui avaient besoin de plus, on leur avait permis d'avoir plus. Au bout d'1 mois, on avait un bilan. Au bout de 2 mois et au bout de 6 mois. Et du coup, on avait quand même tous les jours, encore le premier mois, un genre de référent. Donc, si tu avais un souci dans la journée, tu te tournais vers lui. Et effectivement, actuellement, bah, malheureusement, ça n'existe plus. Et si ça, un truc un peu équivalent pouvait encore exister, ça diminuerait d'office aussi le stress qu'il y a actuellement. Parce que du coup, le nouvel agent se sentirait vraiment intégré. Au niveau des connaissances du matériel, du rangement même, parce que parfois même ça, il y a juste ça, tu sais pas où est ranger un truc, tu perds un temps fou et puis ça t'angoisse, il le faut tout de suite. On gagnerait déjà énormément de choses. Même sans simulation. Merci de vos interactions. Merci à vous tous. En effet, là, on a fait un focus sur la simulation, mais la conclusion de cette étude le dit bien, c'est qu'ils ne savent pas si c'est la simulation qui a fait ça. Et bon, ben voilà, on souhaitait vous faire découvrir et partager avec vous cette étude française. Le premier article que je vous ai publié là, sur Le Monde, l'INSEE a fait une étude statistique sur 24 000 travailleurs en France. Le taux moyen de prévalence de stress, il est de 23%. Sur 24 000 travailleurs. Les infirmiers, il augmente à 25%. Et là, chez les infirmiers intensifs, là, ça monte en flèche à 67%. Et grâce à ce protocole de recherche, ils ont démontré, ils supposent que, voilà, qu'on peut faire diminuer la prévalence du stress au travail via la formation. Donc, voilà la conclusion de leur étude. C'est finalement, on a démontré quelque chose de puissant statistiquement, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui a fait que. Donc leur conclusion, c'est quelles sont les composantes du programme ayant pu contribuer à ce résultat, et ils écrivent, nous allons faire une recherche qualitative. Je trouve que c'est un peu parlant aussi par rapport à ce qu'on fait cette année au sein du master. Et puis, autre chose qui est très intéressant justement pour justifier les actions de formation auprès des directions, c'est il y a un 5e niveau qui est à l'heure actuelle envisagé pour la pyramide de Kirkpatrick, qui s'intéresse aux retombées économiques d'un dispositif de formation, c'est-à-dire à calculer la rentabilité d'un programme de formation, quels sont les gains provoqués par la formation versus le coût de la formation ou versus le coût lié à l'absentéisme chez les gens qui n'ont pas reçu la formation. Est-ce que c'est plus intéressant de payer une formation et diminuer plutôt que de payer l'arrêt maladie finalement? Et donc, ça aura un effet sur la pyramide de Kirkpatrick pour rajouter un 5e niveau. Je ne sais pas si ça rentrera via le modèle de Kirkpatrick. En tout cas, le ROI, ils appellent ça le retour sur investissement, est quelque chose qui est vraiment écrit dans les méta-analyses. Mais le problème, c'est que les budgets de la sécurité sociale, ils sont à quel terme? Ces équipes marseillaises ont déjà poursuivi ce travail. Ils ont interrompu à 6 mois devant une signification puissante. Du coup, ils continuent leurs travaux de recherche. Merci. Et puis, vu qu'on parle d'évaluation des effets d'une formation, votre avis nous intéresse. Du coup, on souhaitait vous montrer un petit outil
pratico-pratiques qui nous permettent d'avoir en réel votre avis. On vous envoie un lien sur votre téléphone via WhatsApp. Donc on vous demande de cliquer sur ce lien. Malheureusement, nous sommes désolés pour les participants extérieurs puisque nous n'avons pas vos numéros de téléphone. Vous cliquez sur le lien et vous répondez à la question. Vous voulez le faire, professeur Perry? Ah, je peux, mais... Non, non, moi je vous laisse. J'ai envoyé, parce qu'on peut envoyer une autre avec Ah, sinon je peux passer. Donc on a 11 réponses pour le moment. Merci. Ah, vous allez faire après moi? Non. Ok. Non, mais, Je me suis reposée sur votre expérience. Ouais, Il est toujours partout, c'est ça. Est-ce qu'il y a un intervenant extérieur qui veut voter? Je peux pas noter mon téléphone. Moi aussi, hein, j'aime bien. Les faits, je suis encore. Ah. Voilà, 20 réponses, encore 4. Plus que ça. Et la bosse. L'extérieur, c'est envoyer les réponses. Vous voulez, hein. Tout le monde a répondu? Oui. C'est bon? On découvre les résultats. Pourquoi c'est là? Ah, vous la connaissez? Tout à fait satisfait, 39%. Satisfait, 60%. Bah, c'est bien. Merci de votre attention.